On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Je ne dirais pas que l'argent est le nerf de la lutte contre les violences sexuelles et pour l'atténuation des conséquences de ces violences, mais c'est en tout cas un des nerfs et par conséquent, il convient de l'étudier. Il convient d'autant plus de l'étudier que lorsqu'on regarde les choses attentivement, on s'aperçoit que si, grosso modo, il faudrait investir davantage d'argent dans cette lutte, il y a quand même des cas où, en dépensant moins, mais de manière plus astucieuse, on arriverait à de meilleurs résultats. Je vous en donnerai un exemple. Donc, je ne suis pas là pour dire la dépense, la dépense, la dépense. Je suis là pour dire il y a deux problèmes avec la dépense. Un, globalement, elle est effectivement insuffisante. Et deux, dans bien des cas, elle est mal organisée et, de ce fait, insuffisamment efficace. Cette négligence que l'on a en économie vis-à-vis de tous ces problèmes de violence sexuelle, et d'ailleurs de violence en général, pas seulement des violences sexuelles, est assez dramatique. Et je vais vous en donner un exemple tout récent, puisque France Stratégie, vous savez, le successeur du plan, qui normalement est fait pour susciter les stratégies gouvernementales, ce rapport sur qui s'appelle Investissement social, quelle stratégie pour la France? Et la volonté affichée par ce rapport, c'est d'adopter une problématique d'investissement dans le capital humain. Et justement, bien sûr, les violences sexuelles ont comme conséquence, vous l'avez vu à travers les exposés qui viennent d'être faits, ont des conséquences fortes sur la capacité des personnes à exercer une activité professionnelle soutenue et durable. Donc, c'est ce qu'en termes de jargon économique, on appelle des conséquences sur le capital humain. La capacité de production des personnes est affectée. Et cet investissement social étudié par France Stratégie était évidemment centré largement sur le capital humain et même plus précisément sur ce qu'on appelle les capabilités, un concept qui a été rendu très populaire par Amartya Sen. Et cette capabilité, elle se développe évidemment dès la petite enfance à travers tous les processus éducatifs et d'expérience que fait l'enfant. Eh bien, dans un tel rapport, il n'y a pas un mot concernant la prévention des violences sexuelles qui pourtant, comme on va le voir, sont extrêmement destructrices de capital humain. Donc, le sujet est évacué. Il n'a même pas été traité par quelques phrases. On pourrait dire, est-ce que c'est la formule de Tartuffe, n'est-ce pas, cacher ce sein que je ne saurais voir. Mais Tartuffe avait un intérêt, un avantage par rapport à France Stratégie, c'est que du moins Tartuffe n'oubliait pas l'existence du sein, tandis que France Stratégie va jusqu'à oublier l'existence des violences sexuelles. Bien, cette introduction un peu négative, parce que effectivement j'ai été épouvanté de voir la faiblesse de l'analyse économique relative aux violences sexuelles dans notre pays. Il y a des pays qui sont moins mal lotis, il faut le dire. La France n'est pas un bon modèle en la matière et elle peut rechercher utilement des points de comparaison dans un certain nombre de pays étrangers et amis. On a parlé tout à l'heure du Canada, et c'est vrai que le Canada a des études intéressantes en la matière, plus que nous n'en trouvons dans la France. Alors, nous avons bien sûr
de grosses difficultés d'estimation de ces violences sexuelles et de leurs conséquences, notamment économiques. Le nombre et la nature même de ces violences sexuelles sont relativement mal connus. On dispose pourtant d'une investigation, d'une grande enquête annuelle menée par l'ONDRP, c'est-à-dire l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Très grosse enquête qui est faite sur une vingtaine de milliers de familles chaque année, donc de manière répétitive, et dans lesquelles on pose quantité de questions. Et malgré cela, le champ de notre connaissance reste relativement restreint sur l'étendue du mal. Pourquoi ? Bien, pour une part, parce qu'on ne peut pas tout demander dans un questionnaire, mais aussi parce que ce questionnaire est à la fois pas suffisamment orienté dans le sens qui nous intéresse ici, et d'autre part, parce que lorsqu'il est bien orienté, l'exploitation qui en est faite n'est pas très satisfaisante. Par exemple, nous n'avons pas de distinction faite au niveau des questions entre les violences physiques, psychologiques et sexuelles. Alors vous allez me dire, les trois peuvent se mélanger. Un enfant peut être victime à la fois de trois sortes de violences. Mais il n'empêche, vous avez des enfants qui ont simplement été victimes de la perversité d'un ou des deux de leurs parents et qui donc ont subi des violences psychiques. Il y en a d'autres qui ont eu des coups. Et il y en a d'autres qui ont eu de l'inceste ou des violences sexuelles allant un peu moins loin. On ne devrait pas, dans un questionnaire de cette qualité et de cette importance, ne pas pouvoir faire la distinction entre ces différents états. On va avoir simplement une réponse par oui ou par non, il y a eu des violences. C'est tout à fait... On ne devrait pas non plus avoir dans l'exploitation d'un tel questionnaire un mélange des différentes situations. Je m'explique. Vous pouvez avoir été violé par quelqu'un de la famille, mais quelqu'un de la famille, dans ce questionnaire, alors même que le questionnaire précis permet de distinguer les cas, la famille, elle va depuis le petit ami ou l'ex-petit ami même, jusqu'au père ou à la mère. Donc, c'est quand même très large. Et d'autre part, alors que le questionnaire permettrait de savoir quels sont les cas où les violences sont le fait du père ou de la mère à proprement parler, d'un beau-parent ou bien d'un concubin ou bien etc., on mélange tout. Donc, une difficulté pour ensuite analyser si différentes configurations familiales sont plus ou moins favorables à la réalisation de violences. Donc, nous avons un état d'investigation qui n'est pas satisfaisant. Et c'est également le cas pour les estimations économiques, bien entendu. La diminution de la production, qui est le facteur sur lequel j'insisterai le plus, il y a finalement trois facteurs importants, disons, de coûts à prendre en considération. Le premier, c'est bien sûr le coût humain pour la victime qui va subir dans sa vie personnelle un préjudice important. Je crois qu'une des communications va s'intéresser à cette question. Il y a d'autre part le coût du traitement et de la prévention de ces préjudices, et puis le coût de la police, de la justice, etc., qui vont s'en occuper. Et puis, il y a une troisième composante qui est la diminution de la
capacité de production de la personne. Autrement dit, l'atteinte à son capital humain, qui fait qu'au cours de sa vie, elle ne produira pas autant que si elle avait été exemptée, si j'ose dire, de violences sexuelles. Or, ces différentes composantes sont mal étudiées, surtout celles qui concernent la perte de capital humain, donc la diminution de capacité productive du pays qui résulte de ce mal que nous sommes en train d'étudier ensemble. Je ne sais pas comment... Oui, c'est bon, ça change. Donc, alors j'ai sérié le problème en étudiant différents aspects de la criminalité en matière sexuelle, et je commencerai par un cas qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent aujourd'hui, les dégâts produits par le proxénétisme. C'est une forme de prédation sexuelle. Le nombre de personnes prostituées en France est évalué entre 30 et 44 000. Le coût pour les finances publiques, dans une étude qui avait été diligentée par une association de lutte contre la prostitution et d'accompagnement des personnes prostituées, NIFRance, ce coût pour les finances publiques, simplement, serait de 1,3 à 1,9 milliard d'euros. Les dommages infligés aux personnes prostituées sont estimés à minima par cette étude à un peu plus de 300 millions d'euros. Mais la perte de production, elle, n'y est pas estimée. Donc c'est cet aspect perte de production que j'ai essayé de compléter en faisant des évaluations qui sont, comme la plupart des évaluations que je ferai en la matière, à la louche. Il ne faut pas attendre une grande précision, mais on peut avoir des ordres de grandeur. L'évaluation que j'ai réalisée sur les pertes de perspectives d'avenir, donc d'avenir professionnel, c'est de 1,64 million d'euros en 5 ans milliards d'euros en 5 ans pour 15 000 personnes prostituées fortement contraintes et qui n'ont pas une résilience exceptionnelle. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas exclusivement de la prostitution qui vienne du proxénétisme et de personnes qui sont véritablement contraintes. Enfin, c'est quand même la majorité des cas. Et puis, d'autre part, il y a des personnes qui ont une résilience particulièrement importante et d'autres qui subissent davantage de dégâts. Donc, si nous prenons également le Precium Doloris, là, on peut l'évaluer à environ 4 milliards d'euros, on arrive à un total de dégâts qui se monte à 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros par an, quel est l'effort que consent la collectivité en face de ces 10 milliards? Eh bien, le chiffre que l'on a pour la police, pour les dépenses de police, est de 6 millions d'euros. Et si l'on ajoute à cela la gendarmerie et les tribunaux, on peut arriver à une vingtaine de millions d'euros. Nous investissons 20 millions d'euros pour un phénomène qui coûte environ 10 milliards d'euros par an pour limiter ce phénomène. La disproportion est tellement majeure qu'on se demande où nous avons la tête, où le gouvernement a la tête, si je puis dire, parce qu'il est clair qu'une politique de répression d'une part de l'aspect proxénétisme, qui est un délit, voire un crime, lorsqu'il y a eu des viols en série pour discipliner les personnes que l'on met sur le trottoir. Donc, augmenter les effectifs et les moyens mis à la disposition pour lutter contre ce phénomène et augmenter parallèlement
les moyens qui sont mis pour la réhabilitation des personnes qui ont été les victimes de ces proxénètes serait certainement une opération d'une très haute rentabilité. Et je ne parle pas d'une rentabilité de 5%, de 10%, je parle d'une probabilité de 300%, 500%, peut-être 1000%. C'est-à-dire que nous laissons échapper des occasions de dépenser correctement de l'argent public avec des conséquences extrêmement fructueuses, à la fois pour les personnes et pour le pays. Deuxième aspect, les statistiques des crimes et délits sexuels. J'en ai parlé un petit peu dans mon introduction. Vous avez là quelques chiffres qui sont donnés. Il y aurait, d'après l'enquête menée par l'INSEE pour le compte de l'ONDRP que j'ai cité tout à l'heure, hors ménage, environ 160 000 victimes de violences sexuelles pour les plus de 16 ans. Par contre, nous avons un vide en ce qui concerne les moins de 16 ans. Tout simplement parce que les personnes interrogées le sont sur leur propre vécu et que, comme on n'interroge pas des mineurs sur ces questions, alors on les interroge sur les 2 années précédant le questionnaire. Donc, on interroge jusqu'à 18 ans, ça peut vouloir dire qu'un viol ou une atteinte sexuelle qui a été commise alors que la personne avait 16 ou 17 ans peut encore être répertorié dans le questionnaire en question, mais au-delà, enfin je veux dire en deçà, en dessous de 16 ans, plus rien, c'est l'obscurité complète. Or, c'est quand même là qu'il serait intéressant d'avoir des chiffres extrêmement précis et c'est très très dommage que cette enquête, ceux qui l'ont mis en place, n'aient pas trouvé le moyen de savoir ce qui se passait. Alors, on a un certain nombre de données par ailleurs, par d'autres moyens, mais cette grande enquête qui mobilise des moyens tout à fait considérables, malheureusement, ne le fait pas. Alors, à l'intérieur des ménages, donc j'ai dit 160 000 victimes pour hors ménage et pour intraménage, l'ONDRP fournit non plus le total des violences sexuelles simplement, mais uniquement le total des violences, qu'elles soient sexuelles ou physiques, ou même, voire même psychologiques. Et donc, pour les plus de 16 ans, on en aurait 420 000 par an. Alors, on ne sait pas non plus de manière très précise lesquelles de ces violences sont occasionnelles et lesquelles sont répétitives, ce qui est pourtant, bien sûr, une différence tout à fait importante. On peut penser, en regardant ce chiffre de 420 000 par an, que beaucoup de ces violences sont répétitives, parce que s'il s'agissait uniquement de violences occasionnelles, un petit calcul simple montre qu'à peu près un Français sur 2 aurait été victime de violences intrafamiliales, ce qui est quand même un petit peu... Oui, vous dites c'est peut-être pas faux. Enfin, je pense quand même que ça ne va pas à ce point-là. Ces violences conduisent, dans un nombre limité mais non négligeable de cas, à des suicides ou tentatives de suicide. J'ai donc examiné quel était le coût induit au niveau de ces suicides ou tentatives de suicide, parce que là, on dispose d'appréciations du coût de la vie humaine qui sont, je dirais, assez bien définies, parce que l'OCDE a cherché un coût de la vie humaine que l'on utilise principalement pour déterminer les dégâts commis par les accidents de la route. Et ce coût de la vie humaine déterminé par l'OCDE est un peu supérieur à 3 millions d'euros par an, par personne.
Donc, un mort, si vous voulez, quand il y a un mort sur la route, on estime que ça représente une perte de 3 millions d'euros pour le pays. Et lorsque l'on a à faire des aménagements routiers, on peut se dire, si tel aménagement économise une dizaine de décès, eh bien, il vaut la peine d'investir 30 millions d'euros pour le réaliser. On sera à l'équilibre du point de vue coût et avantage sur le plan strictement financier en faisant l'opération. Donc, ça n'est pas inintéressant de voir ce qui se passe en matière de suicide, puisque à ce moment-là, on a une vie qui se termine, et qui se termine parce qu'il y a eu antérieurement une violence sexuelle. Alors, que peut-on dire? Vous savez qu'il y a beaucoup de suicides en France, mais parmi les suicides en question, on aurait de l'ordre de 1500 suicides dus à qui sont la conséquence de maltraitance intrafamiliale et donc souvent sexuelles, même si elles ne sont pas toujours sexuelles. Donc, en reprenant les chiffres, je dirais, officiels du coût de la vie humaine, on arrive à un ordre de grandeur de gâchis économique, si je puis dire, de 2,6 milliards d'euros chaque année. Ça ne veut pas dire que c'est la totalité du coût représenté par les violences sexuelles, c'est uniquement celles qui ont abouti à un suicide, donc on peut penser les plus graves d'entre elles. On pourrait ajouter les tentatives de suicide qui sont nombreuses, mais qui, fort heureusement, n'ont pas abouti. Et les tentatives de suicide procurent, on a aussi des chiffres qui permettent de l'évaluer. On peut ajouter 300 millions par an pour les tentatives de suicide. Venons-en maintenant aux viols. Les viols réalisés hors ménage et hors proxénétisme. Il m'a fallu, en la matière, réaliser des hypothèses sur les viols de mineurs qui complètent les chiffres des violences sexuelles qui sont fournis par les enquêtes de victimation. Ces projections que je fais des chiffres pour les adultes vers les enfants sont évidemment sujettes à caution. Donc je vous les donne pour ce qu'elles valent, pas grand-chose, mais à défaut de mieux, on est bien obligé de se contenter d'approximations grossières. Eh bien, on aurait à peu près 175 000 victimes majeures et 36 000 victimes mineures chaque année. 29 000 personnes annuellement violées avant 22 ans. C'est là où le coût, je dirais, pour l'économie est maximum, parce que si une personne se fait violer à 60 ans, c'est presque l'âge de la retraite, et donc du point de vue de la perte de potentiel productif. Et oui, pardonnez-moi, j'ai tout à fait conscience du ridicule de ce que je suis en train de vous raconter, mais si on fait une appréciation de la capacité productive, c'est vrai qu'à partir de l'âge de la retraite, ça n'entraîne plus grand-chose. Donc, rappelons-nous bien que ça n'est jamais qu'une partie du coût, hein, parce que la personne de 60 ans qui a été violée, ses conséquences psychologiques, par contre, restent parfaitement... on ne savait pas que vous étiez carabins, les médico-économistes. Hein. C'est M. Chirac qui nous avait rappelé que une certaine canicule lui avait réglé pas mal de problèmes de retraite. Oui, malheureusement. Donc, le coût global auquel j'arrive en la matière est assez exorbitant, puisque nous aurions 45 milliards de pertes en capital humain chaque année
du fait des viols hors ménage et hors proxénétisme. 45 milliards par an. Ça vaut le coup de mettre un peu plus de policiers sur le coup, un peu plus de juges sur le coup, un peu plus de thérapeutes sur le coup. Alors, ça, c'était pour ce qui est en dehors du ménage. Que se passe-t-il pour ce qui est à l'intérieur du ménage ? Le coût des violences sexuelles familiales, donc au sens large du terme, puisqu'on a aussi bien le petit ami que l'oncle, le cousin, les grands-parents et que les parents eux-mêmes, avec les problèmes que je vous ai signalés qu'on ne distingue pas dans les questionnaires les plus utilisés, les violences physiques et les violences sexuelles. Mais enfin, grâce à l'Observatoire des violences faites aux femmes, on a la possibilité de faire une approximation parmi les chiffres fournis par l'ONDRP de ce qui est violence sexuelle ou de ce qui est violence extrasexuelle. Donc, nous avons des violences qui, au niveau familial, sont majoritairement répétitives et nous disposons d'une étude qui avait été faite par un cabinet appelé Psytel de ces violences au sein du couple qui aboutissait à un chiffre relativement modeste de 4 milliards d'euros par an. Je pense que ce chiffre est véritablement trop modeste, mais je n'ai pas cherché à faire ma propre estimation. Je pense que réellement on pourrait aller à un chiffre de l'ordre de 8 milliards d'euros. C'est une estimation tout à fait grossière. Donc, nous avons une estimation de ce coût au niveau de la perte de production. Et puis, il faut lui ajouter, bien entendu, le coût du traitement de ces violences, qui sont pour une part importante des maltraitances d'enfants. Ces maltraitances d'enfants, elles aboutissent dans un grand nombre de cas à l'aide sociale à l'enfance. Et l'aide sociale à l'enfance, c'est quand même un budget de 7 milliards par an. Un budget qui est relativement mal organisé. Nous avons, de ce point de vue, des données tout à fait intéressantes produites par certains psychiatres, en ce sens que plus la détection est précoce et plus rapidement l'enfant est enlevé à ses parents lorsque la situation est véritablement grave, plus la rédemption, si je puis dire, est probable, plus l'amélioration de son état est probable. Or, nous sommes face à, premièrement, un mauvais fonctionnement des systèmes de détection, que ce soit la PMI, que ce soit le milieu scolaire et garderie, crèche, etc., ou que ce soit les assistantes sociales qui vont, le cas échéant, qui vont avoir des rencontres avec les familles. La détection est donc assez médiocre. Cette maltraitance des enfants pourrait donc être traitée, prévenue plus exactement, avec des moyens relativement modestes et avec un rapport pour le bien-être des personnes d'abord et puis ensuite pour leur capital humain considérable. Donc là, nous sommes dans un cas où, avec un très petit investissement et surtout une amélioration des procédures, par exemple que la justice ne mette pas 1 an à juger un cas de viol à l'intérieur d'une famille,
eh bien, avec des améliorations simples, nous gagnerions plusieurs milliards par an, pratiquement sans rien dépenser. Donc, ma conclusion, c'est que, premièrement, nous sommes face à un appareil statistique défaillant. Il faudrait l'améliorer pour mieux savoir où on met les pieds quand on veut traiter le problème. Deuxièmement, nous avons besoin de plus d'interactions, nous sommes en train d'en faire une, entre les gens qui connaissent le problème au niveau personnel et puis ceux qui le connaissent à un niveau statistique et économique. C'est quelque chose qui vaut la peine de développer. Enfin, nous pourrions avoir un champ d'action très important en essayant de limiter la reproduction des violences. Parce que c'est une des choses qui m'avait frappé dans les travaux de psychiatres, donc je parle sous contrôle, c'est qu'il y a un phénomène de reproduction. Que les enfants, peut-être plus d'ailleurs encore pour les enfants battus que pour les enfants qui ont été violés, deviennent à leur tour des enfants violents. Et donc on a un phénomène de reproduction de la violence qui est grave. Et si on peut traiter suffisamment le cas des personnes qui ont été victimes de violences, particulièrement dans leur enfance, on peut ensuite casser la chaîne qui va conduire une génération plus tard à de nouvelles violences et à de nouveaux coups. Donc, les perspectives, dès lors qu'on voudrait réellement prendre le problème en main et y consacrer des moyens relativement modestes, sont tout à fait ouvertes. On peut grandement, je pense, améliorer la situation. Je vous remercie.